Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission La vie en Vosges. Cette semaine, je vous propose une rencontre avec deux passionnés, l'un de batterie, le second de tout un tas de choses qu'il chine. Jean-Marc Eisenbach a en effet créé la cabane des élans à Axon-Rue-Longemer. C'est une passion débordante pour les objets chinés qui l'a poussé à laisser un peu plus de place à ce loisir. À ses côtés, David L'Huillier, son truc à lui, c'est les batteries. Il s'occupe du musée consacré à l'instrument du côté de Senones. Portrait de nos deux invités pendant 26 minutes. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, c'est deux passions au départ qui ont finalement pris de plus en plus de place. Jean-Marc, vous, c'est une passion débordante, mais pas votre activité principale. Non, du tout. C'est effectivement une passion au départ. J'ai toujours chiné. Ça fait maintenant une quarantaine d'années que j'entasse tout un tas d'objets. Alors, avec des thématiques qui ont évolué au fil du temps. Au départ, les mobylettes, les motos. Puis après, tout un tas d'objets divers et variés. Mais c'est pas mon activité principale puisque la semaine je gère une agence immobilière à Nancy depuis plus d'une dizaine d'années. Voilà. Deux choses complètement opposées. Ça permet de se vider la tête peut-être et de penser à autre chose. Exactement, ça permet tout à fait de se vider la tête, de se replonger dans un élément qui m'est cher. Et puis en ce moment l'immobilier laisse un petit peu de temps pour d'autres activités pour ne rien vous cacher. Voilà. L'idée, c'est que ça reste à cet état de passion, la Chine, la brocante. Pas forcément, parce que l'heure de la retraite sonnera forcément un jour, il faudra s'occuper, et à ce moment-là, peut-être que la Chine, la brocante, sera justement le moyen de meubler mes journées. Affaire à suivre, donc. Tout à fait. David, vous, de votre côté, donc la batterie, vous êtes aujourd'hui conservateur, la personne qui s'occupe du musée de la batterie à Senones. La batterie, vous, c'est une passion qui a quelques années, je crois. Oui, qui a commencé assez tôt, assez petit, on va dire même. J'ai fait mon premier concert en 97, je crois. Quelque chose comme ça, puis après, ça c'est plus raté. Alors, vous aviez quel âge en 97 ? Est-ce qu'on peut vous demander ? Je suis de 78, je vous laisse calculer. C'est gentil. 22 ans, c'est ça ? Je me suis pas trompée. 98, vous m'avez dit ? Oui, ça doit être ça. Donc oui, voilà. Et aujourd'hui, vous êtes batteur professionnel ? Depuis le milieu des années 2000, oui. Donc, j'ai fait l'AMAI, donc la Musique Académie Internationale à Nancy. Et puis après, j'ai commencé à jouer je jouais déjà dans pas mal de groupes avant, mais là, c'était vraiment... on y va, quoi. Voilà, donc la passion est devenue une activité, puisque vous êtes batteur professionnel. Et puis, maintenant, vous êtes aussi du côté du musée. Comment ça s'est fait, cette rencontre ? Parce que donc, il y a le propriétaire du musée, donc Jean-François, qui avait mis ça en place. Expliquez-nous un petit peu, c'est une rencontre, l'histoire d'une rencontre. C'est complètement une rencontre... on va dire presque par hasard, parce que ma belle-sœur travaille aussi pour lui dans un autre domaine. Donc c'est elle qui m'avait averti que il y avait un homme qui allait ouvrir un musée de la batterie à Senones. Donc connaissant quand même pas mal de batteurs dans le Grand Est, quelqu'un dont je n'avais jamais entendu le nom. Et donc je prends rendez-vous avec lui pour juste voir un petit peu l'endroit. Et donc effectivement, c'est dans un ancien magasin de bricolage, donc il y a quand même 1000 mètres carrés d'exposition. Donc c'était un peu l'endroit idéal pour pouvoir exposer tout ça. Et donc je suis reparti avec les clés de l'endroit à notre première entrevue. Donc j'ai mis quand même 2-3 jours à me dire c'est pas vrai, j'ai rêvé. Et donc depuis on a développé le musée, on a amélioré tout ce qui est présentation, éclairage. Donc c'est toujours en cours, là on est sur la version 2. Donc on a inauguré le 3 juin dernier. D'accord. Et alors, vous parliez de... Pardon, vous disiez que vous êtes reparti avec les clés. L'idée, ça a tout de suite été de parler de la batterie, de parler de votre vécu. Comment vous vous êtes arrangé ? Qu'est-ce qu'on voulait en faire de ce musée, finalement ? Eh ben, déjà, c'est un peu bizarre à dire, mais c'est pas un musée qui est dédié aux batteurs. C'est vraiment un endroit qui est dédié à tout le monde. Pas obligé de connaître quoi que ce soit sur la musique, ni sur des procédés de fabrication. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Là, on est en train de sourire un peu sur les scolaires, voilà. Et donc, il y a une partie qui est vraiment pédagogique. Ensuite, il y a une partie qui est plus classée par pays, par marque. Un auditorium qu'on va inaugurer tout bientôt. Et puis voilà, une salle où on peut aussi essayer quelques caisses claires. Et puis où on va faire un petit peu d'initiation. Ce ne sera pas des cours à proprement parler, parce qu'il y a des écoles de musique qui sont juste à côté. Mais des petites initiations à la batterie. Donc ça pourrait être pour les enfants, ouvert à tout le monde. Et vous parliez d'un endroit où il y a de la place, 1000 mètres carrés, parce que c'est un instrument qui prend de la place. Voilà. Tout est exposé, des batteries. Est-ce qu'on a là, vous nous avez amené 2-3 choses avec nous, devant nous.
L'idée, c'est classé, donc vous le disiez, soit par pays, soit, mais on retrouve des pédales, des caisses claires. Oui, C'est ouais. comme ça. Il y a vraiment une pièce où il y a à peu près 250 caisses claires, je crois, où on explique un petit peu aussi les origines de la pédale de grosse caisse, par exemple. Et puis il y a vraiment le tout début où il y a des pièces anciennes, les premières, quoi, années 20, années 30. Et puis ensuite, on va vers le plus moderne, quoi. On y reviendra juste après. Jean-Marc, est-ce que vous avez déjà chiné des batteries? Alors, j'ai quelques caisses claires dans mon stock. On en parle après. On peut en parler après, ouais, effectivement. Comment elle est venue la Chine, Jean-Marc? Est-ce qu'il y a eu quelque chose quand vous avez démarré? Vous disiez, ça fait 40 ans que Ouais. vous chinez. Est-ce qu'il y a eu un déclic, quelque chose qui vous a fait aller dans ce milieu-là? Alors le déclic, vraiment les toutes premières choses, comme je le disais tout à l'heure, c'est je partais en mobilette à Lunéville chez Monsieur Chapler qui restaurait des motos, qui avait une collection incroyable de motos. Et moi, j'allais chercher des pièces, voilà, pour refaire des moteurs, pour refaire des cadres. Il me manquait toujours un garde-boue, une vis. Alors ce monsieur est décédé aujourd'hui, mais sa collection avait perduré pendant un certain temps puisque c'était devenu le musée de la moto à Amnéville. Et voilà, c'est ce qui m'a donné, c'est ce souvenir-là en fait qui pour moi est le point de départ de la Chine. Alors après, je suis parti, comme je vous le disais, vers d'autres horizons. Vers d'autres horizons. Après, on trouve d'autres affinités. Et on se laisse prendre au jeu aussi peut-être. Finalement, on a envie de trouver. On se laisse prendre au jeu, souvent en découvrant un objet qu'on ne connaît pas forcément d'ailleurs, juste parce qu'il a une esthétique ou parce que le vendeur de l'autre côté de son comptoir vous raconte une histoire qui vous donne envie d'en connaître un peu plus. Et puis on tire le fil, et puis à la fin, le fil, ça fait une grosse pelote. Et aujourd'hui, voilà, j'avais tellement de stock que je m'étais toujours dit, j'en ferai quelque chose, peut-être un restaurant, un bar, et c'est devenu un café brocante. Voilà. On reviendra sur le côté café juste après. David, pourquoi la batterie? Quand vous avez commencé, pourquoi cet instrument? Pourquoi lui et pas un autre? Pourquoi pas la guitare? Je pense que c'est plutôt le rythme qui m'a attiré plus que vraiment la batterie. Mais après, il y avait ce truc, au-delà de la musique, il y avait vraiment ce truc physique de cette indépendance des membres, où vraiment on a l'impression que à cet instant-là, tous les atomes sont à leur place. Allez, on va poursuivre dans un instant, mais juste avant, je vous propose une petite pause. On va faire un petit tour du côté du Salon des Antiquaires à Épinal, qui est organisé chaque année. Retour sur l'édition 2022 avec Anaïs Gall et Anne Didier. Flâner dans ces allées, c'est un peu comme se lancer dans une chasse au trésor. Fabienne est une habituée du Salon des Antiquaires d'Épinal. Ce qu'elle aime quand elle se met à chiner, c'est de se laisser surprendre. Je viens chercher tout et rien. Voilà, j'aime beaucoup les objets, quels qu'ils soient. Et on peut tomber sur quelque chose qui nous parle. Ça marche au coup de cœur finalement. Oui, uniquement, en ce qui me concerne uniquement. Et le coup de cœur, parfois, c'est un tout petit quelque chose qu'il ne fallait pas manquer. Voilà, un Saint-Nicolas pour faire des chocolats. Et mon fils s'appelle Nicolas, donc c'est pour lui faire un petit clin d'œil. C'est très local ça. C'est local, oui. Je suis toulonnaise à la base, donc vous voyez, ça n'a rien à voir. D'autres, en revanche, ont leurs objets fétiches et savent déjà de quel côté chercher. Rovina, JS, Jacques Schmitt. Et vous voyez, c'est marqué Épinal. La jolie vaisselle. Le Rovina, c'est très beau. Et puis, on aime les choses anciennes, qui rappellent notre jeunesse, voir des beautés. Mais quoi de plus subjectif que la beauté? Si le terme d'antiquité véhicule parfois encore une image poussiéreuse dans l'esprit de certains, les temps changent et les tendances sont désormais au mobilier plus moderne. Il y a un effet de mode sur le vintage, il y a une touche, de la couleur, de la simplicité sur les lignes qui font que ça peut mieux convenir à une certaine génération. Après, il en faut pour tous les goûts et toutes les couleurs. Et il y a en effet l'embarras du choix, de la marqueterie du XVIIe siècle aux lignes plus contemporaines des années 70, des meubles restaurés par la cinquantaine de professionnels présents sur le salon que l'on ne trouverait peut-être pas dans les brocantes. Pour les visiteurs, c'est aussi un gage de qualité. On sait que l'antiquaire, il a des références, il sait de quoi il parle. Peut-être que le brocanteur un peu moins. Le brocanteur, il a peut-être fait le vide-grenier la veille. Mais c'est pas les mêmes prix non plus. Ah non, c'est pas les mêmes prix. Puis on discute moins. Est-ce que vous êtes d'accord, Jean-Marc, avec ce qui est dit ? Tout à fait. Je partage parfaitement l'analyse de ce monsieur. Alors après, à la fin, on dit c'est plus cher aussi. Est-ce que vous êtes d'accord aussi ? Oh, écoutez, ça peut, mais ça justifie. S'il y a plus de travail, de restauration, c'est normal que ça soit plus cher chez un antiquaire que chez un brocanteur. Vous ne vous revendiquez pas antiquaire, pas du tout. Alors pas du tout. Voilà. Non, mais c'est vraiment en toute simplicité. D'ailleurs, je ne prétends pas avoir la connaissance des objets et cette notion historique que peuvent avoir les antiquaires qui sont formés pour ça. Et moi, si vous voulez, j'en apprends tous les jours.
C'est ce qui est simple. Au contact de mes clients qui viennent me déposer des objets, voilà, et me proposer de découvrir et d'apprendre en même temps. On entendait au début du reportage une dame qui disait on se laisse aller finalement à la découverte, le coup de cœur. C'est ça aussi quand vous allez chiner. Est-ce que vous y allez avec une idée précise ou vraiment vous vous laissez porter? Alors on peut, ça peut arriver qu'on aille chiner avec une idée précise. En fait, on a toujours 1, 2, 3 collections en cours et donc on a toujours dans l'idée de trouver la pièce qui nous manque. Et puis évidemment, ce qui est intéressant, c'est l'effet de surprise et puis l'excitation de ne pas savoir ce qu'on va trouver justement et si on va le trouver d'ailleurs. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement chiner? Qu'est-ce que vous aimez particulièrement trouver? Aujourd'hui, je chine, si vous voulez, plus par rapport au goût de mes clients. Donc, j'ai des incontournables. Je vous en ai amené quelques-uns ici. Allez-y, dites-nous. Le célèbre peigne à myrtille qui n'est plus autorisé, donc qu'on ne peut plus utiliser, mais qui reste un best-seller. J'en ai beaucoup qui sont déjà partis dans le Nord en décoration. Décoration. En décoration, oui. Non, mais bien sûr, non, mais les gens les chinent pour mettre sur des étagères. C'est vraiment emblématique. Le poêlé, le fameux poêlé en alu, ça c'est aussi qui vient orner toutes les cuisines de chalets ou de fermes restaurées. Donc voilà, j'essaye de chiner aujourd'hui des objets qui correspondent à la demande de mes clients de passage. David, est-ce que vous savez d'où viennent toutes les batteries? Alors, est-ce qu'on sait combien d'objets dans ce musée déjà? Une idée? Alors, il y a à peu près 120 pièces d'exposés. Et la collection, on peut en compter au moins 2 fois plus. Donc, il y en a beaucoup à restaurer aussi. Et oui, il y a à peu près 350 batteries, je pense, en tout. Plus peut-être des trucs que je ne sais pas. et voilà, donc il y a 120 pièces exposées, plus les 250 caisses claires aussi. Qui viennent d'où? De partout. De partout. Partout, vraiment partout. Donc pas forcément chinées, qui peuvent être données, qui peuvent être prêtées. Oui, données, prêtées ou qui appartiennent à Jean-François. Donc ça vient du Japon, États-Unis, France, Angleterre, Italie, enfin tous les grands pays qui comptent des grandes marques de batterie, quoi. Qu'est-ce qu'on sait de l'histoire de la batterie? Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous pouvez nous partager sur l'histoire de cet instrument Alors, on aime bien dire que c'est l'instrument moderne le plus vieux du monde, parce que c'est un instrument qui est assez récent, on va dire. C'est vraiment le début des années 1900. Mais il est constitué vraiment d'instruments anciens, quoi. C'est vraiment un assemblage d'instruments. Donc déjà, être batteur, c'est être déjà multi-instrumentiste, même si ça va en faire ricaner certains. Donc voilà, les cymbales par exemple, ça date vraiment du Moyen-Orient, dans l'Antiquité, on en retrouve vraiment très ancien, quoi. Tout ce qui est caisse claire, grosse caisse, c'est plutôt européen. Donc en tout cas, l'origine de l'assemblage, c'est Amérique du Nord, au début des années 1900. Ça ressemblait pas encore aux batteries modernes qu'on connaît, mais on était bien parti. Là, vous nous avez apporté donc avec vous. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, celle-ci? Qu'est-ce qu'elle représente? Alors, cette caisse claire, elle est de la marque Ludwig, donc, qui est une marque américaine, qui a été créée par deux frères émigrés allemands. Et donc, ils ont conçu cette caisse claire donc, qui est fabriquée en douve. Donc, comme on fabrique des tonneaux avec des pièces qu'on va venir assembler de façon verticale. Et le matériau utilisé, c'est de la vistalite, en fait. Donc, l'histoire veut qu'un employé de Ludwig, lors d'une visite d'une usine Cadillac, s'est rendu compte qu'ils utilisaient ce matériau pour fabriquer les vitrages blindés de leur voiture. Et s'est dit, bon, ça a peut-être une propriété acoustique particulière. C'est vrai que ça en a une. Et donc, c'est les premiers à avoir sorti des batteries fabriquées avec ce matériau en 1972. Donc, on va inaugurer notre auditorium le 31 mai avec notre première exposition sur les batteries transparentes. Des expositions temporaires Voilà, des petites expositions temporaires. On va en faire 3 par an peut-être, avec des conférences ou des mini-concerts ou des projections de films. Enfin, on a beaucoup d'idées et beaucoup de choses à faire. Donc, pourquoi le 31 mai? Parce que c'est John Bonham, le batteur de Led Zeppelin, qui est un petit peu le premier à avoir joué sur ces batteries-là en 72, donc qui a montré ça à la face du monde. Et c'est son jour de naissance. Tout 31 simplement. Mai, voilà. Jean-Marc, donc on a dit tout à l'heure, vous avez chiné des batteries. Est-ce que aussi les personnes vous apportent des objets dont ils ne se serviraient plus, sans que vous ayez besoin de les chiner?
Oui, alors très régulièrement, si vous voulez, je suis la dernière étape avant la déchetterie. Non mais je dis ça avec le sourire, mais c'est vrai que les gens, avant de se débarrasser de certains objets encombrants, veulent quand même en avoir le cœur net, savoir se dire peut-être que ça a une certaine valeur, peut-être que ça peut intéresser le brocanteur du coin. Et puis aussi, souvent, on a des scrupules à jeter aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent même donner pour que les objets soient détournés, réutilisés. Et donc, il est fréquent que les gens s'arrêtent et puis m'ouvrent le coffre de la voiture en me disant voilà, on a ça, est-ce que ça vous intéresse de faire l'acquisition de tel ou tel objet, ce qui peut m'arriver. Voilà. Souvent ça prend ou... Oui, non, souvent voilà, pour la petite histoire, en général, quand je me déplace aussi, les gens me font venir quand ils veulent vider une maison avant la vente d'un bien immobilier. Et très souvent, on me montre d'énormes armoires, d'énormes lits qui m'intéressent absolument pas parce que ça prend trop de place, c'est trop encombrant. Et puis je me tourne vers le petit tas en disant ce petit tas là, c'est quoi? Ça, c'est ce qui va à la déchetterie. Je dis écoutez, c'est celui-là que je vais prendre. C'est celui que je vais prendre. C'est ce qui m'intéresse. Il y a toujours des petits objets un peu plus facile à transporter et puis des objets de collection souvent. Et puis vous parlez toujours d'une histoire, là on voit sur ces images des moulins à café. Alors les moulins à café, j'en vois souvent. Est-ce que c'est quelque chose qui est encore... ça fait partie des incontournables dans une brocante. Le moulin à café, ils sont tous différents. Les moulins Peugeot, pour ne pas les citer, sont souvent très recherchés. Et puis ce qui est intéressant avec le moulin à café, c'est que vous en avez vraiment à tous les prix, quoi. Ça peut aller de 10, 15 euros jusqu'à 100, 150, voire plus pour des pièces verticales, beaucoup plus rares. Alors vous parliez d'objets détournés tout à l'heure. Justement, vous nous en avez apporté. Ouais. Alors dites-nous. On a essayé de développer aussi une collaboration avec des artistes, parce que ce sont des artistes locaux. Vous voyez, par exemple, je chine des sabots. Montrez-le bien, ouais. Je chine des sabots, puis j'ai une dame qui est artiste, qui me customise, qui me restaure et transforme des meubles. Alors, des meubles et des objets. Là, voilà, c'est le ski au poli. On doit être les seuls à proposer des objets détournés sur le poli. Et puis, j'ai un monsieur qui, lui, occupe son temps, dont j'ai fait la connaissance, qui est devenu un ami et qui occupe son temps libre à chiner. Donc, on chine ensemble, on met ensemble nos trouvailles. Et puis, voilà, vous voyez, là, il a réalisé une lampe avec de vieux patins à glace. Qui est tout à fait fonctionnel. Tirez-la un petit peu vers vous, n'hésitez pas. On a refait toute l'électrification. Elle est parfaitement fonctionnelle et on a redonné vie à une vieille paire de patins à glace. Voilà. On parlait tout à l'heure de recycler, de réutiliser. Là, on est complètement dans... Complètement, parce que là, pour le coup, il y a sans doute 4 ou 5 provenances différentes. Le câble vient d'une lampe, le pied, c'est du rondin d'un bout de bois qui a échappé à la chaudière. L'abat-jour a été chiné à un endroit et puis les patins à un autre endroit. Voilà. On aime bien en fait, et puis ça nous permet de mettre en lumière et puis de donner une vitrine à des artisans locaux. J'ai une dame aussi qui nous fait des magnettes. Alors on déteste le plastique. Du coup, elle nous a développé des magnettes en bois. Voilà. Tout ça, c'est du Men in Vosges, seconde vie. Remontrez-nous les magnettes, qu'on les voit bien. Alors, celui-ci c'est un collector. Elle me l'a fait avec le logo. Et puis j'ai à vous proposer Gérard May. Les Vosges, je sais pas si je les montre bien, mais si, c'est très bien. Les Vosges, Xonru, voilà, et puis tout un tas d'autres. C'est le petit objet souvenir finalement, parce que votre clientèle, on n'en a pas parlé, mais beaucoup de touristes, beaucoup de locaux, comment vous diriez ça? Je suis presque envie de vous dire qu'on tend vers le 50-50, parce que beaucoup de touristes au départ qui s'arrêtent, on a la chance d'être sur un axe très très fréquenté, du coup énormément de touristes de nombreuses nationalités d'ailleurs, belges, luxembourgeois, allemands, italiens, ça c'est les nationalités qu'on a eues ce week-end par exemple, et de plus en plus de locaux qui s'arrêtent en me disant tous la même chose. Depuis le temps qu'on passe devant, on s'était dit qu'on s'arrêterait un jour, et vous voyez, ils finissent tous par s'arrêter. Et ce qui est plutôt sympa, c'est qu'ils découvrent l'endroit avec un certain étonnement. Parce que l'établissement était tour à tour, un café, après ça a été vide, et puis on lui a redonné vie, et c'est en train de redevenir un lieu de vie, un lieu de rencontre pour les locaux, puisqu'on est vraiment au centre de Xonru, et voilà, j'ai des mamies qui viennent prendre un thé l'après-midi, qui sont contentes de se trouver en sécurité dans un endroit où elles peuvent à la fois découvrir tout un tas d'objets qui leur rappellent le passé, et puis papoter tout simplement. Tout simplement, c'est ça, c'est devenu le petit lieu de rencontre, tout simplement, parce que c'est donc un café
brocant, vous Ouais, disiez tout tout à à fait. l'heure. Avec une licence, ça aussi, ça a été une volonté de votre part de Alors, développer ce côté-là? on n'avait pas les licences à l'ouverture, on a ouvert donc le 15 juin 2023. C'était un projet de faire évoluer les choses. Donc on avait ouvert, on a la chance d'avoir un beau jardin avec des tables au bord de l'eau, donc l'endroit est assez agréable, où on servait essentiellement des jus de fruits dans un premier temps. Et puis j'ai pu faire l'acquisition d'une licence. Donc voilà, le temps de faire les démarches administratives, on a pu servir des bières volontairement, on n'a pas d'alcool fort, on se limite à la bière locale, uniquement des bières lorraines, artisanales et en bouteille, voilà, Et on rappelle à que, consommer avec à modération consommer avec évidemment, modération, mais qui sont visiblement assez plaisantes à déguster, voilà. Ça a tout de suite été l'idée de faire ce côté c'était l'idée. convivial, ce Oui, côté oui, café. oui, c'était l'idée parce que l'endroit le permettait vraiment. Et puis c'était le complément, c'était aussi peut-être une petite sécurité en se disant que si la brocante ne fonctionnait pas vraiment, C'était on aurait voilà un petite roue de secours en quelque sorte. petite roue de secours avec le côté café brasserie. Et je trouve que les deux ont l'air de vouloir gentiment fonctionner, sachant qu'on n'ouvre que les week-ends et puis un petit peu plus pendant les vacances scolaires. Mais pour le moment, c'est plutôt de bon augure, voilà. Alors, nous sommes bientôt à la fin de notre émission, mais juste avant, je vous propose une seconde petite pause, puisque c'est comme de coutume, c'est l'heure de la vie en Vosges, le quiz. Deux questions, comme chaque semaine ou presque. En quelle année a été officialisée la foire aux andouilles du Val d'Ajol? Alors, la foire aux andouilles du Val d'Ajol, alors je sens que c'est difficile. Est-ce qu'on peut appeler un proche? 1831, 1909 ou 1946. Alors, 1831, 1909, 1946, la foire aux andouilles du Val d'Ajol. Est-ce que déjà vous êtes allé à la foire aux andouilles du Val d'Ajol? Non, mais il faudra y le remédier. Val d'Ajol, et je crois même qu'il y a une confrérie de... Il y a la confrérie, Donc, tout à fait, des tastes d'andouilles et gandoyaux du Val d'Ajol. Non, je n'ai pas encore fréquenté. Et alors, il va falloir y aller pour avoir la date. Donc, vous n'avez pas la date. Qu'est-ce que vous me diriez, messieurs? 1909. J'aurais donné la même réponse. Et ben on va rester là-dessus, mais c'est pas la bonne. 1831. C'est une tradition en fait qui remonte bien plus loin que la date à laquelle la confrérie a déposé sa marque. Donc le dépôt c'était en 1984. Mais en fait, on retrouve des archives, une foire locale qui avait déjà été instaurée sous le règne de Louis-Philippe par ordonnance royale du 6 août 1831. Voilà, et elle aura d'ailleurs lieu dans quelques jours, du 17 au 19 février 2024. Messieurs, peut-être qu'il est temps d'aller faire un tour au Val d'Ajol le week-end prochain. Deuxième question, on va se rapprocher de Xonru-Longemer. Jean-Marc, que signifie Xonru en patois? Alors là, j'ai honte parce que je ne connais absolument pas la réponse. Xonru en patois, petite station de ski, planche de bois sur un ruisseau ou maison de bois. Alors Xonru, peut-être par élimination, par... Planche de bois sur un ruisseau. Ouais, par rapport aux rues, j'aurais dit aussi planche de bois sur un ruisseau. Ouais. Vous en sortez bien. C'est planche de bois sur un ruisseau, tout à fait, parce qu'en patois, un chon est une planche de la périphérie du tronc d'un arbre, en fait, qui est sciée seulement sur une face, et ruisseau, bien évidemment. Donc Xonru signifierait donc planche de bois sur un ruisseau, en pensant notamment au pont de bois qui jadis permettait le passage d'une rive à l'autre de la Vologne. Voilà pour le petit quiz. On va finir, il nous reste quelques minutes. David, on parlait du public tout à l'heure qui est à la brocante. Quel est le public qui vient chez vous? Vous nous disiez tout public, pas forcément des passionnés. Public, est-ce que c'est ce qui se passe depuis le début? Tout à fait. Ouais. Bon, il y a évidemment beaucoup de batteurs et de musiciens qui viennent, mais il y a vraiment... il y a tout le monde. Il n'y a pas longtemps, on a eu un groupe, il y avait toute la famille, grands-parents, enfants, petits-enfants. Donc... C'est vraiment ouvert à tous pour vraiment une vraie découverte. L'idée, c'est, vous le disiez un petit peu tout à l'heure, on l'a compris, d'en faire un lieu vivant, que c'est pas un musée où on vient tout simplement voir des batteries. C'est tout autre chose. Voilà, là on a prêté une pièce au musée de la lutherie, puisqu'ils ont ouvert leur saison samedi dernier, je crois. Donc on leur a prêté une petite batterie des années 30-40 d'une marque française qui s'appelait Sonic, qu'ils ont exposé donc, et puis voilà, on va prêter un petit peu de matériel au lycée de la communication à Metz cette semaine pour un petit concert privé là-bas. Donc non, l'idée c'est pas que les pièces prennent la poussière du tout. Et aussi autour de ça, des conférences, des concerts, des choses comme ça. En fait, les expos, elles vont bouger tout le temps, quoi, parce que on va choisir des thèmes qui sera soit sur les marques ou des façons de faire, ou soit des musiciens en particulier, ou des groupes. Voilà. Les possibilités sont multiples. Il y a de quoi faire. Voilà, il y a de quoi faire, ouais.
Jean-Marc, pour la suite, là, les 6 premiers mois, à peu près, on doit pas être un peu plus que 6 mois. Quel est le bilan que vous tiriez en quelque Un mots bilan positif très, très positif et très encourageant, ne serait-ce que par rapport à l'accueil des visiteurs, de nos clients, puisque en fait, je dis pas forcément clients, je dis aussi visiteurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent simplement par curiosité et qui repartent après avoir passé un petit moment devant nos objets et qui sont là simplement pour la découverte et puis pour passer un peu le temps. C'est vrai que le manque de neige cette saison a fait que Oui. les touristes ont cherché d'autres activités. Et puis voilà, on a eu beaucoup de passages, mais c'est vraiment très encourageant et peut-être qu'on ouvrira un peu plus dans les mois ou les années à venir en fonction du développement. Bien, écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci à tous les deux d'avoir été sur Merci, notre merci plateau. de votre Merci à toute invitation. l'équipe pour la réalisation de cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges Télé. À bientôt.